Chaque année, des millions de vies sur notre planète sont écourtées par des ennemis invisibles, des maladies dont les racines remontent à des milliers d'années dans l'histoire de l'humanité. En effet, malgré les avancées médicales sans précédent des 100 dernières années, plus d'un tiers de la population mondiale continue d'être vulnérable à des pathologies qui tourmentaient nos ancêtres dans des civilisations lointaines, de l'Égypte ancienne à l'Empire romain, affectant non seulement leur santé physique, mais la structure même de leur société. Comment est-il possible que des maladies millénaires qui ont été témoins de la chute d'empires et de l'émergence de la science moderne persistent avec une telle force en plein 21e siècle, défiant la médecine contemporaine et laissant une trace de souffrance mondiale? Dans ce voyage à travers le temps et la médecine, nous explorerons les 10 maladies les plus anciennes qui menacent encore l'humanité, dévoilant leur impact historique et leurs menaces actuelles persistantes, révélant pourquoi leur éradication reste l'un des plus grands défis pour la santé publique. La première maladie sur notre liste est peut-être l'une des plus insidieuses est la tuberculose, historiquement connue sous le nom de peste blanche ou consomption. Son ancienneté est stupéfiante. Des preuves de Mycobacterium tuberculosis, la bactérie responsable, ont été trouvées dans des restes osseux d'hominidés datant d'il y a 500 000 ans, bien avant que notre espèce, l'Homo sapiens, n'existe même. Dans l'Égypte ancienne, des pharaons comme Toutankhamon montraient des signes de la maladie dans leurs momies, avec des lésions osseuses caractéristiques qui indiquent une atteinte systémique et prolongée. En Amérique du Sud, des découvertes archéologiques dans la culture Paracas, dans ce qui est aujourd'hui le Pérou, révèlent la présence de tuberculose dans des squelettes datant de plus de 1800 ans, démontrant son extension mondiale même dans les civilisations précolombiennes. Tout au long de l'histoire, la tuberculose a été une ombre constante, décimant des populations entières. Durant les 18e et 19e siècles, en Europe et en Amérique du Nord, elle fut un fléau dévastateur, responsable d'un décès d'adultes sur 4 dans certaines villes industrialisées. L'image romantique du poète phtisique, fragile et pâle, qui crachait du sang et mourait jeune, s'est ancrée dans l'imaginaire collectif, reflétant la réalité de millions de personnes succombant à cette maladie incurable. Aujourd'hui, la tuberculose reste l'une des 10 principales causes de décès dans le monde. Des données récentes de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, révèlent qu'environ 10 millions de personnes développent la tuberculose active chaque année et parmi elles, 1,5 million décèdent, bien que la maladie soit évitable et curable. La persistance de la tuberculose aujourd'hui est due à de multiples facteurs interdépendants. L'extrême pauvreté, la malnutrition, les systèmes de santé déficients et les conditions de vie insalubres dans de nombreuses régions du monde, en particulier en Asie du Sud-Est et en Afrique, créent un terreau parfait pour sa propagation. De plus, l'émergence de souches multirésistantes aux médicaments, connues sous le nom de tuberculose multirésistante ou TB-MDR, et de tuberculose ultra-résistante ou TB-XDR, représente un défi formidable. Ces souches sont beaucoup plus difficiles et coûteuses à traiter, nécessitant des régimes médicamenteux prolongés et entraînant des effets secondaires graves, ce qui conduit souvent à l'abandon du traitement et à la propagation de la résistance. Un exemple tragique est celui de la région du Nord Kivu en République démocratique du Congo, où le conflit armé et le déplacement massif de population ont exacerbé la crise de la tuberculose, rendant difficile l'accès au diagnostic et au traitement et provoquant une augmentation alarmante des cas résistants. La connexion avec le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, est également critique. Le VIH affaiblit le système immunitaire, rendant les personnes beaucoup plus susceptibles de développer la tuberculose active. Et ensemble, ces deux maladies forment un duo létal, particulièrement en Afrique subsaharienne. Aborder la tuberculose aujourd'hui implique non seulement des avancées médicales, mais aussi une lutte contre la pauvreté et l'inégalité mondiale. La deuxième maladie qui a défié le passage du temps est la lèpre, également connue sous le nom de maladie de Hansen. Cette pathologie, causée par la bactérie Mycobacterium leprae, a été l'une des maladies les plus stigmatisantes et redoutées tout au long de l'histoire. Des textes aussi anciens que le livre du Lévitique dans la Bible, datant d'environ 3500 ans, décrivent des affections que l'on pense avoir été la lèpre, bien qu'avec une terminologie ancienne et des concepts différents.
En Inde, le Rig Veda, un texte sacré hindou datant d'environ 1500 ans avant Jésus-Christ, contient également des références à des maladies qui pourraient être la lèpre, suggérant sa présence En Asie, bien avant l'ère commune. Tout au long du Moyen Âge, les léproseries ou lazarets étaient courants en Europe, où les personnes affectées étaient isolées de la société par peur de la contagion et par des croyances religieuses qui associaient la maladie au péché. Cette stigmatisation a entraîné une profonde discrimination et une grande souffrance pour les malades qui étaient souvent dépossédés de leurs droits et de leurs biens. Actuellement, la lèpre n'est pas aussi répandue qu'autrefois, mais elle est loin d'avoir été éradiquée. Chaque année, l'Organisation mondiale de la santé signale environ 200 000 nouveaux cas de lèpre dans le monde entier. La plupart de ces cas sont concentrés dans des pays comme l'Inde, le Brésil et l'Indonésie, où la maladie reste endémique dans certaines régions. La transmission de Mycobacterium lepra est lente et nécessite un contact prolongé et étroit avec une personne infectée non traitée, ce qui la rend moins contagieuse que ce que les gens avaient l'habitude de croire. Ces symptômes, qui peuvent prendre des années, voire des décennies à apparaître, incluent des lésions cutanées pâles ou rougeâtres avec perte de sensibilité, une faiblesse musculaire et des lésions nerveuses pouvant entraîner des déformations permanentes si elles ne sont pas traitées à temps. Grâce à la polythérapie, une combinaison de médicaments découverte dans les années 1980, la lèpre est désormais entièrement curable. Le traitement est gratuit au niveau mondial et a permis de réduire drastiquement le fardeau de la maladie. Cependant, la persistance de la lèpre est due en grande partie à la difficulté de détecter les cas à des stades précoces, à la durée du traitement qui peut être de 6 à 12 mois et à la stigmatisation sociale qui entoure encore la maladie, ce qui peut dissuader les personnes de chercher une aide médicale. Dans les régions reculées de la forêt amazonienne ou dans les communautés isolées de l'Inde, le manque d'accès aux services de santé et l'ignorance quant à la curabilité de la lèpre perpétuent son existence. La prévention et le contrôle actuels se concentrent sur la détection précoce et le traitement complet, en plus de l'éducation pour combattre la stigmatisation. En troisième lieu, nous rencontrons le paludisme, l'une des maladies transmises par des vecteurs les plus anciennes et les plus mortelles. Les références aux fièvres intermittentes et aux frissons qui caractérisent le paludisme se trouvent dans des textes médicaux chinois datant de 2700 ans avant Jésus-Christ. Dans la Grèce antique, Hippocrate, le père de la médecine, a décrit au 5e siècle avant Jésus-Christ les symptômes du paludisme et a noté sa relation avec les zones marécageuses et stagnantes, une connaissance empirique remarquable pour son époque. Le paludisme était un fléau constant dans l'Empire romain, affectant la santé de ses légions et contribuant, selon certains historiens, à la chute de Rome elle-même en affaiblissant sa population et son armée. Jusqu'à l'arrivée des colonisateurs européens en Amérique, le paludisme s'étendait déjà sur de vastes régions d'Afrique, d'Asie et d'Europe. La découverte de la quinine, un extrait de l'écorce de l'arbre à quinquina au XVIIe siècle, a offert le premier traitement efficace, mais la maladie est restée une menace mondiale. Aujourd'hui, le paludisme continue d'être une urgence de santé publique, particulièrement dans les régions tropicales et subtropicales de la planète. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2021, on a estimé 247 millions de cas de paludisme dans le monde et 619 000 décès, la plupart d'entre eux chez des enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Il est causé par des parasites du genre Plasmodium, principalement Plasmodium falciparum et Plasmodium vivax, transmis aux humains par la piqûre de moustiques Anopheles femelles infectées. La persistance du paludisme est un problème complexe en raison de la résistance des moustiques aux insecticides et des parasites aux médicaments antipaludiques, ce qui rend le contrôle et le traitement difficiles. Les changements climatiques jouent également un rôle crucial, car l'augmentation des températures et les schémas de pluie altérés étendent les zones géographiques où les moustiques anophales peuvent survivre et se reproduire. Un cas paradigmatique est le bassin du fleuve Mékong en Asie du Sud-Est, où la résistance du Plasmodium falciparum aux médicaments de première ligne est devenue une grave préoccupation, menaçant les progrès réalisés dans le contrôle du paludisme. Le manque d'accès aux moustiquaires traités à l'insecticide, au diagnostic rapide et au traitement adéquat dans les zones reculées ou touchées par des conflits contribue également à la mortalité élevée.
La prévention et le contrôle du paludisme nécessitent une approche multifacette qui comprend les moustiquaires, la pulvérisation d'insecticides rémanents à l'intérieur, des diagnostics précoces et des traitements efficaces, en plus du développement de nouveaux vaccins comme le RTSS récemment approuvé qui offre un espoir significatif. Quatrièmement, nous abordons la rougeole, une maladie virale hautement contagieuse qui a fait des ravages tout au long de l'histoire. Les premières descriptions claires de la rougeole datent du IXe siècle, réalisées par le médecin perse Rhazès, qui la différencia de la variole, une prouesse notable étant donné que les deux maladies présentaient des éruptions cutanées. Tout au long du Moyen Âge et de la Renaissance, la rougeole était une maladie infantile courante et redoutée, responsable d'épidémies dévastatrices qui décimaient les jeunes populations. Avant l'invention du vaccin, la rougeole était si omniprésente que la plupart des enfants la contractaient avant l'adolescence. Et bien que beaucoup survivaient, la mortalité était significative, surtout dans les populations malnutries ou ayant un accès limité aux soins médicaux. Ces complications comprenaient la pneumonie, l'encéphalite ou l'inflammation cérébrale et la cécité, laissant de nombreux enfants avec des séquelles à vie. Aujourd'hui, la rougeole reste une menace mondiale, malgré l'existence d'un vaccin sûr et hautement efficace depuis les années 1960. Les données de l'Organisation mondiale de la santé sont alarmantes. En 2019, avant la pandémie de la maladie à coronavirus 2019, la rougeole a causé environ 200 000 décès dans le monde entier, la plupart d'entre eux chez des enfants non vaccinés. La persistance de la rougeole est principalement due aux lacunes dans la couverture vaccinale. La désinformation et les mouvements anti-vaccins ont provoqué des flambées dans les pays développés à revenus élevés, où la maladie était considérée comme presque éliminée. En 2019, par exemple, les États-Unis ont connu le plus grand nombre de cas de rougeole en 25 ans, principalement en raison du refus de certains parents de vacciner leurs enfants. De manière plus critique, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, le manque d'accès aux vaccins, les conflits armés, le déplacement des populations et la faiblesse des systèmes de santé empêchent les enfants de recevoir les 2 doses nécessaires pour une protection complète. La République démocratique du Congo, entre 2018 et 2020, a subi la pire épidémie de rougeole des 20 dernières années, avec plus de 300 000 cas et 6 000 décès, une tragédie évitable. La nature hautement contagieuse du virus de la rougeole, qui se transmet par l'air via des gouttelettes respiratoires, signifie qu'une seule personne infectée peut contaminer entre 12 et 18 personnes susceptibles dans un environnement sans immunité, ce qui facilite les épidémies rapides. La solution pour la rougeole est claire, atteindre et maintenir une couverture vaccinale élevée, idéalement supérieure à 95% avec 2 doses de vaccin dans toutes les communautés et tous les pays. En 5e position sur notre liste se trouve la grippe ou influenza, une maladie respiratoire virale qui a muté et évolué au cours des millénaires. Bien que l'identification du virus de la grippe soit relativement récente, les descriptions d'épidémies avec des symptômes respiratoires sévères, une forte fièvre et une prostration remontent à l'Antiquité. Hippocrate a décrit une épidémie en 412 avant Jésus-Christ qui correspond à la symptomatologie de la grippe. La première pandémie de grippe documentée avec une certaine fiabilité a eu lieu en 1580, se propageant de l'Asie à l'Europe et à l'Afrique et décimant les populations en quelques mois. Cependant, la pandémie de grippe la plus tristement célèbre fut celle de 1918, connue à tort sous le nom de grippe espagnole, qui a infecté un tiers de la population mondiale et causé entre 20 et 50 millions de décès, un chiffre supérieur aux pertes de la Première Guerre mondiale. Cette pandémie a démontré le pouvoir dévastateur d'un virus grippal à fort potentiel pandémique. Aujourd'hui, la grippe saisonnière reste une préoccupation majeure de santé publique. Chaque année, on estime à 1 milliard le nombre de cas de grippe dans le monde, entre 3 et 5 millions de cas de maladies graves et entre 290 000 et 650 000 décès respiratoires liés à la grippe. La persistance de la grippe est due à la capacité remarquable du virus à muter constamment, ce qui lui permet d'échapper à l'immunité développée par des infections antérieures ou des vaccins. Cette dérive antigénique exige que les vaccins contre la grippe soient mis à jour annuellement pour cibler les souches virales circulantes les plus probables. De plus, la recombinaison antigénique, où différents sous-types de virus de la grippe échangent du matériel génétique, peut donner naissance à de nouvelles souches virales complètement différentes, avec le potentiel de provoquer des pandémies mondiales, comme la grippe porcine H1N1 de 2009.
La proximité entre humains et animaux, en particulier les volailles et les porcs, où les virus de la grippe peuvent muter et sauter d'une espèce à l'autre, est un facteur clé. Un exemple récurrent est la surveillance constante effectuée dans les élevages de canards et de poulets en Asie du Sud-Est, où les virus de la grippe aviaire comme le H5N1 et le H7N9 ont un potentiel élevé de transmission à l'homme et de provoquer une maladie grave. La surveillance mondiale et la préparation aux pandémies sont cruciaux pour atténuer l'impact de la grippe, ainsi que la vaccination saisonnière pour protéger les groupes à haut risque. La 6e maladie qui a marqué l'histoire de l'humanité est la peste bubonique, une infection bactérienne infâme qui a provoqué certaines des pandémies les plus mortelles connues. Causée par la bactérie Yersinia pestis, cette maladie est tristement célèbre pour la peste noire du XIVe siècle qui a ravagé l'Europe, l'Asie et l'Afrique du Nord entre 1347 et 1351. En quelques années seulement, la peste noire a coûté la vie à entre 75 et 200 millions de personnes, réduisant la population européenne de 30 à 50%. Ces effets furent si profonds qu'ils altérèrent la structure sociale, économique et politique de l'Europe médiévale, marquant la fin du féodalisme dans de nombreuses régions. Cependant, la peste ne fut pas un phénomène isolé du Moyen Âge. La première pandémie de peste bubonique enregistrée, la peste de Justinien, eut lieu au VIe siècle, affectant l'Empire byzantin et tuant des dizaines de millions de personnes, affaiblissant l'Empire à son apogée. La troisième pandémie mondiale, qui a débuté en Chine au XIXe siècle et s'est étendue dans le monde entier, notamment en Inde, a causé plus de 12 millions de décès avant d'être contrôlée au XXe siècle. Aujourd'hui, heureusement, la peste bubonique n'est pas une menace pandémique, mais elle persiste dans des foyers endémiques autour du monde. Annuellement, entre 100 et 200 cas humains de peste sont signalés dans le monde, principalement en République démocratique du Congo, à Madagascar et au Pérou. La persistance est due à son cycle naturel, qui implique des rongeurs sauvages, tels que les rats, les écureuils et les marmottes, et leurs puces. La bactérie Yersinia pestis vit dans ces populations animales, et lorsque les rongeurs meurent, les puces cherchent de nouveaux hôtes, y compris les humains. La peste est curable avec des antibiotiques si elle est diagnostiquée et traitée à temps. Sans traitement, la forme bubonique a un taux de mortalité d'environ 50%, tandis que la forme pneumonique, transmissible de personne à personne par voie aérienne, est presque 100% mortelle. Un cas récent qui illustre sa présence est l'épidémie à Madagascar en 2017, qui a touché plus de 2000 personnes et causé 209 décès, soulignant le besoin d'une surveillance constante et d'une réponse rapide. Le manque d'hygiène, le contact avec des rongeurs infectés dans les zones ruraux et le retard de diagnostic dans les zones reculées contribuent à la persistance des cas. L'éducation publique sur les risques, le contrôle des rongeurs et des puces et l'accès rapide aux traitements antibiotiques sont essentiels pour prévenir la propagation et sauver des vies. En 7e position, le choléra, une maladie intestinale aiguë qui a été un fléau récurrent dans l'histoire de l'humanité, étroitement lié au manque d'assainissement et d'accès à l'eau potable. Les premiers registres historiques d'épidémies correspondant à la description du choléra se trouvent en Inde, dans le delta du Gange, il y a plus de 2000 ans. Au cours du 19e siècle, le monde a connu 7 pandémies de choléra dévastatrices, originaires d'Inde et se propageant par les routes commerciales et militaires à travers l'Asie, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Ces pandémies ont causé des millions de morts et révélé la relation directe entre la maladie et la contamination de l'eau. Une découverte cruciale faite par le médecin britannique John Snow lors de l'épidémie de Londres en 1854. Aujourd'hui, le choléra reste une menace mondiale, en particulier dans les régions qui souffrent de conflits armés, de catastrophes naturelles ou de conditions de pauvreté extrême. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'annuellement, entre 1,3 million et 4 millions de cas de choléra surviennent dans le monde entier, entraînant entre 20 et 143 000 décès. La maladie est causée par la bactérie Vibrio cholerae qui se transmet principalement par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés par les selles de personnes infectées. Les symptômes incluent une diarrhée aqueuse sévère et des vomissements qui peuvent entraîner une déshydratation rapide et potentiellement mortelle en quelques heures si elle n'est pas traitée. La persistance du choléra au XXIe siècle est le reflet des lacunes persistantes dans les infrastructures d'assainissement et l'accès à l'eau potable dans de nombreuses régions du monde. Un exemple déchirant est l'épidémie massive de choléra au Yémen depuis 2016, au milieu d'une guerre civile dévastatrice.
La destruction des infrastructures d'eau et d'assainissement, associée au déplacement de millions de personnes et à la pénurie de nourriture et de médicaments, a créé une situation idéale pour la propagation du choléra, affectant plus de 2,5 millions de personnes et coûtant des milliers de vies. Cette épidémie est devenue l'une des plus importantes de l'histoire moderne, démontrant comment le choléra exploite les vulnérabilités sociales et économiques. La prévention du choléra repose sur l'accès à l'eau potable sûre, un assainissement adéquat, l'hygiène des mains et, en situation d'épidémie, la vaccination orale. Le traitement par des sels de réhydratation orale peut sauver la vie de la grande majorité des patients, mais un accès rapide aux soins est fondamental. La 8e maladie qui a persisté à travers les siècles est la syphilis, une infection bactérienne complexe qui a eu un impact significatif sur l'histoire de la santé sexuelle et publique. L'origine de la syphilis fait l'objet d'un débat historique. Une théorie suggère qu'elle est arrivée en Europe depuis l'Amérique avec les voyages de colons à la fin du XVe siècle, éclatant en une épidémie virulente sur le site de Naples en 1495. Une autre théorie postule que la syphilis existait déjà dans l'Ancien Monde, mais de manière moins agressive, et que la souche virulente apparue en Europe aurait pu muter ou interagir avec des conditions environnementales spécifiques. Indépendamment de son origine exacte, la grande variole, comme on l'a d'abord appelée en Europe, s'est rapidement étendue sur le continent, causant des déformations faciales, des lésions cutanées sévères et une mort agonisante. Pendant des siècles, la syphilis a été une maladie chronique et débilitante qui a touché des millions de personnes, du paysan à la royauté. Aujourd'hui, bien qu'étant une maladie curable avec des antibiotiques, la syphilis connaît une résurgence alarmante dans de nombreuses parties du monde. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ 6 millions de nouveaux cas de syphilis sont recensés chaque année dans le monde. La persistance de la syphilis est due à une combinaison de facteurs, notamment l'augmentation des pratiques sexuelles non protégées, le manque d'accès aux tests de dépistage et aux traitements dans les populations vulnérables et, dans certains cas, la complaisance face à une maladie que l'on pensait sous contrôle. La syphilis est causée par la bactérie Treponema pallidum et se transmet principalement par contact sexuel. Elle peut se présenter en plusieurs stades, la syphilis primaire avec un ulcère indolore appelé chancre, la secondaire avec une éruption cutanée pouvant affecter n'importe quelle partie du corps, la latente sans symptômes mais toujours active, et la tertiaire qui peut apparaître des années plus tard et causer de graves dommages au cœur, au cerveau et à d'autres organes. La syphilis congénitale, transmise de la mère au fœtus pendant la grossesse, est particulièrement tragique car elle peut entraîner des fausses couches, des naissances prématurées, des morts-nés et de graves problèmes de santé chez le nouveau-né. Aux États-Unis, par exemple, les cas de syphilis congénitale ont monté en flèche ces dernières années, atteignant 2531 cas en 2020 avec une augmentation de 235% depuis 2017. C'est un indicateur direct des défaillances dans l'accès aux soins prénataux et au dépistage de la syphilis chez les femmes enceintes. La prévention repose sur la pratique du sexe sécurisé, le dépistage régulier, surtout dans les groupes à haut risque et pendant la grossesse, et le traitement immédiat des cas détectés pour briser la chaîne de transmission. En 9e position, nous avons les hépatites virales, un groupe de maladies qui, bien que leur virus ait été identifié plus récemment, l'atteinte hépatique qu'elles causent est reconnue depuis l'Antiquité. Hippocrate a décrit la jaunisse, un symptôme clé de l'hépatite, il y a plus de 2500 ans, bien que sans connaître la cause virale sous-jacente. Des épidémies de fièvre bilieuse ou jaunisse épidémique ont été enregistrées dans les armées à travers l'histoire, décimant les troupes et affectant le cours des campagnes militaires. Aujourd'hui, l'hépatite virale chronique, en particulier celle causée par les virus de l'hépatite B et C, représente un fardeau de maladies mondiales massif et silencieux. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2019, 325 millions de personnes vivaient avec l'hépatite B ou C chronique et que les hépatites virales ont causé 1 100 000 décès, principalement dus à la cirrhose et au cancer du foie. La persistance de ces maladies est due en grande partie à leur nature asymptomatique dans les stades initiaux, ce qui signifie que de nombreuses personnes vivent avec l'infection pendant des années ou des décennies sans le savoir, transmettant le virus et développant des lésions hépatiques graves avant d'être diagnostiquées.
L'hépatite B se transmet par le sang et les fluides corporels, y compris à la naissance, par contact sexuel et par le partage d'aiguilles. L'hépatite C se transmet principalement par contact avec du sang infecté, comme le partage d'aiguilles pour la consommation de drogue ou les transfusions sanguines non sécurisées avant la mise en œuvre de dépistage rigoureux. Un exemple frappant du fardeau de l'hépatite B se trouve en Afrique subsaharienne et en Asie de l'Est où la prévalence chronique dépasse 8% dans la population générale, entraînant une épidémie de cancer du foie. En revanche, l'hépatite C est un problème significatif dans les pays développés et en développement, souvent associé à l'usage de drogues intraveineuses et, dans le passé, aux transfusions sanguines. En Égypte, la prévalence de l'hépatite C a été historiquement l'une des plus élevées au monde, avec une grande partie de la population adulte infectée, en partie à cause de pratiques médicales dangereuses lors des campagnes de traitement de masse contre la schistosomiase au XXe siècle. Heureusement, l'hépatite B peut être efficacement prévenue par un vaccin sûr et très efficace, et l'hépatite C est maintenant guérissable pour la plupart des personnes grâce aux traitements antiviraux à action directe. Cependant, le défi réside dans l'identification des millions de personnes vivant avec l'infection et leur mise en relation avec le dépistage, le traitement et les soins. Finalement, en 10e position, nous avons le tétanos, une maladie grave causée par une toxine produite par la bactérie Clostridium tetani, dont la menace est connue depuis l'Antiquité. Hippocrate, au 5e siècle avant Jésus-Christ, décrivait déjà dans ses écrits des patients souffrant de contractions musculaires sévères, de spasmes et de trismus ou blocage de la mâchoire, qui sont des symptômes caractéristiques du tétanos. Au cours de l'histoire, le tétanos fut une cause fréquente de décès, particulièrement parmi les soldats blessés au combat et les nouveau-nés dans des conditions insalubres, ce qui lui valut des surnoms comme la maladie des mâchoires bloquées. Aujourd'hui, le tétanos n'est pas aussi courant grâce à la vaccination généralisée, mais il reste une maladie mortelle dans de nombreuses régions du monde, en particulier là où l'accès aux soins médicaux et aux vaccins est limité. L'Organisation mondiale de la santé estime que chaque année, des dizaines de milliers de personnes contractent le tétanos avec une mortalité significative, en particulier dans le cas du tétanos néonatal. La bactérie Clostridium tetani se trouve couramment dans le sol, la poussière et les fesses animales. Les spores de la bactérie peuvent pénétrer dans le corps par des plaies perforantes, des brûlures, des ulcères ou toute lésion cutanée qui n'est pas correctement nettoyée. Une fois à l'intérieur, les spores se transforment en bactéries actives qui produisent une puissante neurotoxine, la tétanospasmine, qui attaque le système nerveux, provoquant des spasmes musculaires douloureux, une raideur, en particulier dans la mâchoire et le cou, et peut entraîner des convulsions et des difficultés respiratoires. La persistance du tétanos est due à l'omniprésence des spores dans l'environnement et au manque de couverture vaccinale universelle. Le tétanos néonatal en particulier reste une tragédie dans de nombreux pays à faible revenu, où les pratiques d'accouchement non hygiéniques ou la coupure du cordon ombilical avec des instruments non stériles exposent les nouveau-nés à la bactérie. Bien que le vaccin antitétanique soit l'un des plus sûrs et des plus efficaces disponibles et qu'il existe depuis les années 1920, il y a encore des régions où les mères enceintes ne reçoivent pas les doses nécessaires pour se protéger elles-mêmes et leurs bébés. Un exemple de la persistance du tétanos néonatal est visible dans des pays comme l'Éthiopie, le Tchad ou le Pakistan, où malgré les efforts mondiaux, des cas sont encore enregistrés, reflétant des défis en matière de couverture de la santé maternelle et néonatale. La prévention du tétanos est réalisée par l'immunisation, qui comprend des rappels vaccinaux tous les 10 ans pour les adultes et la vaccination des femmes enceintes pour protéger leurs bébés. Le nettoyage et le soin approprié de toute plaie sont également cruciaux. Ainsi, en parcourant ces 10 maladies anciennes qui persistent de nos jours, nous réalisons que l'histoire de la santé humaine est un cycle continu de défis et de découvertes. Nous ne pouvons pas nous permettre la complaisance face à des maladies qui, bien que millénaires, continuent de faire des victimes et d'entraver le développement en plein XXIe siècle. La pauvreté, l'inégalité, la désinformation, les conflits et les changements climatiques sont des amplificateurs de ces anciennes menaces, leur permettant de trouver de nouvelles voies pour impacter les populations les plus vulnérables. Il est fondamental de renforcer les systèmes de santé, d'investir dans la recherche, d'assurer l'accès universel aux vaccins et aux traitements et de promouvoir l'éducation à la santé pour construire un avenir plus résilient. La lutte contre ces maladies n'est pas seulement une question médicale, mais un engagement social et mondial qui nécessite l'action conjointe des gouvernements, des communautés et des citoyens.
Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons aspirer à un monde où les maladies anciennes ne seront enfin qu'une partie de l'histoire. Si cette plongée profonde dans les défis de la santé mondiale a éveillé votre curiosité et votre désir d'en savoir plus, nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations de sujets fascinants. Donnez un j'aime à cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et révélatrice. Partagez ce contenu avec ceux qui sont intéressés par l'apprentissage et laissez-nous un commentaire avec vos réflexions. Nous voulons connaître votre avis et quelles autres maladies historiques vous connaissez qui nous affectent encore.